Mais clairement, on veut aller vers ça, vers un mode de vie plus alternatif, puis déconstruire des choses auxquelles on est habitué dans notre société, puis on sait même plus pourquoi, on réfléchit même plus pourquoi on a besoin d'autant de choses, autant d'affaires, autant d'espace, en tout cas. Vas-y, je vais me faire attaquer. Ça te fait attaquer, je suis paranoïa. Waouh, Kikoyoyo. On dira dada. Kututututu. Alors, bonjour et bienvenue à ce 8e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, à des gens qui gravitent autour ou qui habitent dans des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque personne et chaque communauté a son histoire et c'est ça que nous vous proposons de découvrir ensemble. Fait qu'aujourd'hui, mon nom est Hugo. Oh, mon nom est Hugo aujourd'hui, mais habituellement, c'est pas Hugo. Puis, on a la chance de parler avec Estelle de l'organisme Village Urbain. Salut Estelle, comment vas-tu? Salut Hugo, ça va bien, merci. Cool, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de te joindre à nous pour le podcast. Alors, il y a aussi Martin qui est avec nous comme d'habitude. Salut Martin. Allô, salut. Et Stéphanie aussi est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu Stéphanie? Salut tout le monde, ça va super bien, merci. Cool, merci à tout le monde d'être là. Puis comme à l'habitude, je propose qu'on commence avec un petit tour de table, un petit check-in pour, comment on dit en anglais. Et je vais commencer pour ça va vous donner un exemple. Donc moi j'arrive avec, je suis tellement content qu'on refasse le podcast là, ça me nourrit puis ça me permet de switcher de plein d'autres affaires qu'en ce moment, j'ai comme un peu d'anxiété par rapport à certains trucs. Puis, je sais pas, c'est comme j'ai réalisé ça. Puis, on dirait que c'est la première fois que je réalise ça. Puis, c'est la première fois que je vis ça. Fait que là, je suis comme content que ça me distrait de la vie de tous les jours. Puis, je sais pas si c'est que c'est la première fois que je suis amené dans cette situation à vivre ça. Tu sais, habituellement, je me pense comme une personne très détachée et qui accepte et qui laisse beaucoup aller, mais en même temps, je pensais à ça tantôt, puis je suis comme, peut-être que j'ai toujours vécu comme ça, puis je le réalise maintenant. En tout cas, c'est avec ça que j'arrive, mais je suis très content d'être là. Martin, avec quoi Ah, arrives-tu? pour rebondir avec ce que tu viens de dire, euh, ouais, j'adore moi aussi faire les podcasts pour vrai. Je les écoute tous. Peut-être ça paraît bizarre s'écouter, mais c'est pas la même chose pendant l'interview, puis après ça, l'écouter, puis avoir comme une autre perspective, s'entendre parler, puis réfléchir sur ce qu'on a dit. C'est vraiment très intéressant. Et autre chose que j'aime vraiment, qui me fait vraiment être content aujourd'hui, c'est j'ai donné ma formation sur les communautés alternatives, les écovillages en fin de semaine. Ah oui, nice. Ça, Euh, ça a bien été? ouais, ça s'est super bien passé. Ben ouais, c'est tout ça pendant une tempête de neige. Donc le contenu de la formation, il a été chamboulé par la vie, la réalité, le monde physique. Puis on s'adapte, on reste fort et souriant face aux défis que la vie met sur nous. Puis tout est beau. C'était vraiment super. Cool, merci Martin. Estelle, avec quoi est-ce que tu arrives aujourd'hui? Moi, je me sens très heureuse et très chanceuse en fait d'être avec vous aujourd'hui. C'est la première fois que je participe à un podcast, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis c'est toute une expérience pour moi, une nouvelle expérience. Donc je me sens, c'est ça, très heureuse et très chanceuse de faire ça pour la première fois de ma vie.
Puis un peu comme toi, Hugo, ça me change aussi des enjeux du quotidien, à la fois à la job, parce que je vais vous en parler de ce que je fais, puis c'est pas tous les jours simple, c'est le fun, mais c'est pas toujours les jours simple. Et aussi à la maison, parce que j'ai deux petits bébés, un plus grand et un plus petit à la maison, mais qui m'ont qui m'ont beaucoup réveillée la nuit passée. Donc, c'est ça. je, je suis contente d'être là avec vous, puis prendre ça relax, hein. Cool, Voilà merci. avec quoi j'arrive. Cool, merci. Ouais, en tant que parent d'un seul enfant, je peux te dire, t'as deux enfants, respect et admiration. Euh, Merci. Stéphanie, avec quoi est-ce que tu arrives aujourd'hui? Je suis très contente qu'on ait pu trouver une façon de passer en entrevue une personne de village urbain. Tu sais, j'avais vu passer ça, mais je m'étais pas tant penchée sur cet organisme-là. Fait que je fais des petites recherches hier. Là. Je suis allée voir le site web, puis une partie d'une présentation, justement, puis l'échéancier, puis je trouvais que c'était très bien présenté, super clair, bien organisé. Fait que, je pense que ça peut être le fun de réseauter entre organismes qui essaient de soutenir des projets comme ça. Moi-même avec Vivant, c'est ça que je fais depuis 1 an et demi comme travailleur autonome, avec toutes sortes de collaborateurs invités. Fait que ça pourrait être super intéressant d'inviter Estelle ou un autre membre de son équipe pour un atelier avec Vivant. Puis j'arrive aussi avec la tête pleine de tout ce qui s'en vient sur le groupe Vivant. Là. J'ai annoncé une série de 10 ateliers d'un coup. Fait que c'est étalé sur 3 semaines. Il y en avait un hier sur l'éco-anxiété qui était vraiment super intéressant avec Isabelle Béliveau qui est vraiment calée dans son domaine. Ça m'a vraiment calmé mon anxiété, que moi-même, on dirait, j'ai pas l'impression que je fais de l'anxiété ni de l'éco-anxiété, mais avec cet atelier-là, je me suis rendu compte que oui, vraiment. Fait que c'est le fun de s'en rendre compte, mais pas juste partir démuni, tu sais, de partir avec des outils. Puis j'ai fait un petit live spontané avec une collaboratrice qui donne un atelier demain sur la pratique rituelle au service de nos relations pour être capable de créer des beaux contextes pour parler de sujets plus difficiles, se montrer plus vulnérable, puis parler de sujets avec tout notre courage, puis avec la sécurité, la bienveillance autour. Là. Fait que des beaux thèmes que j'ai bien hâte de partager à mon groupe. Fait que je suis comme très motivée là-dedans en ce moment. Cool. Ouais, 10 ateliers. C'est-tu la première fois que tu fais autant d'ateliers en un coup? Oui, puis c'est pas nécessairement la bonne période pour annoncer 10 ateliers. En novembre, les gens sont plus cosy chez eux, puis se préparent pour les fêtes. Moi, c'était comme mon dernier coup de grâce avant moi prendre mon break de temps des fêtes. Fait qu'après ça, je vais prendre ça plus relax, puis je donne un coup, mais je suis due pour me gâter, je suis due pour du social, de la légèreté, puis décrocher de la job. Fait que je te comprends, Estelle. Estelle, tu peux-tu te présenter? T'as quel âge? Si ça te tente de le dire, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un peu ton cheminement? Ouais. Euh, j'ai presque 34 ans, très bientôt en fait, tout début décembre. Puis moi, je pense que vous l'entendez avec mon accent, je suis française, ça fait presque 6 ans que je vis au Québec. Puis avant ça, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis. Mais donc ça fait quand même un petit bout que j'ai quitté mon pays natal, on va dire, puis ma famille, mes amis, etc. Puis comme je vous l'ai dit aussi en intro, je suis devenue maman. En fait, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, puis un garçon de bientôt 10 mois, donc 2 bébés quand même assez rapprochés. Puis mon conjoint est français aussi, parce qu'on est arrivés ensemble ici. Puis bref, on est quand même bien entouré, mais aussi assez seul en fait. Surtout, je trouve, depuis qu'on est devenus parents, bizarrement. Enfin, on devrait se demander pourquoi.
Mais en tout cas, il y a ça qui s'est passé dans ma vie récemment, enfin, on va dire ces 2, 3 dernières années, le fait d'être devenue maman, mais loin de ma famille et de certains amis. Puis il y a eu aussi la pandémie qui m'a beaucoup touchée, comme je pense beaucoup d'autres personnes. Et tout ça combiné a donné naissance à Village Urbain. Il faut aussi comprendre que avant, quand j'ai commencé à travailler, moi j'ai travaillé dans l'immobilier en fait, pour des entreprises immobilières, mais très classiques là, plus privées et plus à but lucratif, tu meurs là, franchement. Et ça, c'était intéressant intellectuellement, mais très vite vide de sens pour moi. Mais ça m'a quand même amené à, de un, j'ai appris beaucoup de choses, et de deux, ça m'a amené à me poser des questions sur justement l'immobilier, puis plus spécifiquement le logement, comment est-ce que c'est considéré comme un actif en fait financier dans le monde dans lequel on vit, alors que selon moi, ça devrait être un droit en fait, au même titre que la santé ou l'éducation. Donc cette expérience-là, plus mon contexte personnel, on va dire, puis le contexte mondial qu'est la pandémie, m'a beaucoup amené en fait à réfléchir à la question du logement, à comment est-ce qu'on vit, notamment dans les villes, mais aussi dans les villages, parce que moi j'ai grandi vraiment au fin fond de la Bretagne, là, en France, dans un tout petit village, mais ça fait quand même quelques années maintenant que je vis en ville. Puis, en tout cas, il y a aussi beaucoup de réflexions autour de ça, autour de la proximité qu'on a avec les gens, parfois physique, mais pas du tout émotionnelle, bizarrement. On vit les uns à côté des autres, ou les uns au-dessus des autres, mais on se connaît absolument pas, et puis même on fait presque tout pour s'éviter. Et à l'inverse, parfois dans les villages, on vit plus éloignés les uns des autres, mais il y a comme une proximité au niveau des liens qui est plus importante. Enfin bref, toutes ces réflexions-là m'ont amené à créer Village Urbain, puis je pense que je vous en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, je trouve. Cool, mais avais-tu un background en termes de communauté intentionnelle? Tu sais, Village Urbain, on va parler un petit peu plus, mais c'est beaucoup avec le cohabitat. Est-ce que tu avais déjà une idée que des cohabitats existaient ou en Amérique, ou en Europe, Oui, ou aux États-Unis? ben oui. J'ai pas un background, si ce n'est que j'ai vécu, comme je disais, dans un village, un vrai village. Puis en soi, la maison où j'ai grandi était en soi un village, parce que c'est le genre de maison où tout est toujours ouvert, puis il y a toujours du monde qui passe. Puis au lieu d'être 4 à table, on se retrouve facilement 6, 7, 8, etc. Mais sinon, oui, j'ai visité quand même beaucoup de cohabitats en Europe et aussi ici au Québec. J'ai visité Cohabitat Québec. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de projets qui m'inspirent, notamment en Allemagne, au Danemark, dans les pays scandinaves, en France, en Suisse aussi, qui sont très inspirants. J'ai pas vécu dans l'un d'entre eux, mais j'ai parlé à beaucoup de personnes soit qui vivent dans ces projets-là, même parfois qui les ont montés. Puis ça c'est hyper enrichissant là, de comprendre leur histoire, leur motivation, puis ensuite comment est-ce qu'ils vivent dans ces lieux-là. Quelle est ton occupation principale en ce moment? Et puis en ce moment, je dédie 100% de mon temps à Village Urbain. Et en fait, tout le reste de mon temps à ma famille. C'est pas mal Ouais. ça. Mais ce qui au début a démarré avec Pascal Huynh, qui est cofondateur de l'OBNL Village Urbain, avec moi, on a démarré vraiment en fait comme deux amis qui tripent sur une idée, puis qui essayent de lui donner vie. En fait, petit à petit, ça a pris de plus en plus d'ampleur. On a participé à un incubateur, l'incubateur de la Maison de l'Innovation Sociale à Montréal, tous les deux, en l'hiver 2019-2020.
Puis en mars 2020, ça a été le début de la pandémie, puis ça a été aussi la naissance de ma fille, ce qui en fait, ça fait que moi je me suis vraiment retrouvée dans une bulle assez fermée en fait pendant plusieurs mois, et ça m'a donné du temps, et puis on va dire que ça a fait naître des réflexions autour justement, comme je disais tout à l'heure, de l'habitation, etc. Et puis ça m'a permis de consacrer un peu plus de temps à Village Urbain. Et puis finalement, quand mon congé maternité s'est terminé, ben, tu sais, je me suis dit, ben, c'est comme c'était trop évident pour moi qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait continuer dans ce sens-là. Donc au début, je travaillais comme ça en tant que travailleuse autonome, quelques heures par-ci par-là sur le projet. Puis en fait, je suis rendue maintenant à comme avoir une équipe, puis on est toute une équipe là dans le village urbain à travailler sur le projet. On est à temps plein, on s'est employé, enfin on a vraiment comme professionnaliser la structure parce que c'est très difficile de monter un projet immobilier en soi, encore plus un projet immobilier autour d'une communauté. Ça prend beaucoup de temps et de réflexion, et on veut vraiment déconstruire des choses, des réflexes quant à notre façon d'habiter en fait. Donc ça nécessite beaucoup de travail. Puis, ouais, quand tu parlais, il y a combien de personnes dans l'équipe de Village Urbain en ce moment? En ce moment, on est 1, 2, 3, 4 à temps plein, 2 à temps partiel, puis on cherche 2 autres personnes. Donc, ça grandit. Mais tu veux en parler? Peut-être qu'il y a des gens qui sont à Ouais. l'écoute qui aimeraient ça se joindre à l'équipe de Village Urbain. Ouais, on cherche 2 personnes, une ou un chargé de mobilisation. Puis le rôle principal de cette personne-là, ça va vraiment être de justement créer une communauté autour de nos projets de cohabitat, mais pas que. C'est-à-dire qu'on veut évidemment que... Là, on est en train de faire notre premier projet de cohabitat à la Chine, mais on travaille sur un deuxième projet de cohabitat aussi à Laval. Et évidemment, on veut mettre en place un certain nombre de choses pour faire en sorte que les gens qui vont vivre là vivent en harmonie, puis qu'ils se sentent bien là où ils sont en fait. Mais on veut aussi, je dirais, développer la communauté autour du cohabitat de manière plus générale pour démocratiser un petit peu ce mode de vie et le faire plus connaître, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de personnes qui connaissent pas ce mode de vie, qui y pensent pas, et puis quand ils le découvrent, ils sont comme « Oh, ça me tente, en fait, moi aussi ça correspondrait à certains de mes besoins ». Donc c'est aussi ça la mission de Village Urbain. Et donc ça, c'est pour la personne chargée de mobilisation. Puis ça prend plein de formes. Là, il y a des organisations d'ateliers, d'événements, il y a des aspects parfois plus techniques, il y a un tas de réflexions sur comment impliquer les gens, comment les mobiliser, etc. Et puis on cherche aussi un ou une responsable marketing. Alors là, c'est un grand mot pour... on ne savait pas trop comment l'appeler, mais en gros, c'est la personne qui va... c'est une personne un peu plus senior qui va encadrer la personne qui fait la mobilisation, qui fait les communications et qui s'occupe aussi de la réservation des logements. Donc, pour là où le responsable marketing, il y a plus de l'encadrement d'équipe, peut-être une vision aussi plus stratégique du projet, et puis aussi un peu de gestion de projet plus classique. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos candidatures. Ouais, ben justement, y aurait-tu un courriel que je pourrais mettre dans la description de l'épisode les gens pourraient Oui, envoyer? info à commercialvillageurbain.org. C'est bon. Je vais mettre ça dans la description audio. Merci.
depuis quand est-ce que tu connais Pascal? Puis quand est-ce que cette idée-là du village urbain a démarré? Je sais que vous avez participé, t'as dit, à l'incubateur à l'hiver Ouais, 2019-2020. J'imagine que vous vous connaissiez avant. Puis comment est-ce que c'est ouais. né un peu, là, ce truc-là? Honnêtement, je sais plus du tout quand on se sont rencontrés. Pascal, c'est un ami d'une bonne amie à moi, Jasmine. Puis Pascal et Jasmine sont tous les deux fondateurs de la coop d'habitation Le Trapèze, qui est un projet au centre-ville de Montréal qui se veut inspirer du cohabitat. Donc, ils ont fait tous les deux partie du groupe fondateur en fait de cette coopérative d'habitation-là. Donc, on s'est rencontrés comme ça, quand je ne sais absolument plus. Mais c'est ça, Pascal, c'est vraiment c'est un entrepreneur social dans l'âme, là, puis il est impliqué dans plein de choses. Il est prof aussi, il est enseignant au cégep à côté, puis il est particulièrement impliqué dans beaucoup de questions autour du logement. Donc, avant de participer ensemble à l'incubateur, on avait eu plusieurs conversations sur justement qu'est-ce que le logement dans une ville comme Montréal, qui à l'époque était encore pas mal accessible pour beaucoup de gens. C'est moins le cas aujourd'hui. Bref, on avait beaucoup de questions comme ça sur le logement. Je sais qu'il a aussi, Pascal est aussi beaucoup impliqué dans la communauté à Saint-Adrien, là, où il y a justement un projet un peu d'éco-village, en tout cas. Et donc, c'était plus des conversations, je dirais, d'amis là, qui jasent autour d'un verre ou quoi. Puis, à un moment donné, on a comme poussé un peu plus l'idée de faire, faire des choses pour qu'il y ait plus de cohabitat au Québec parce qu'on connaissait que le projet de Cohabitat Québec à l'époque, qu'on était d'ailleurs allés visiter ensemble. Puis on se disait, mon Dieu, mais c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas plus de projets comme ça, là, ça a pas de bon sens. Puis on a vu l'appel à projet de l'incubateur passer, on s'est inscrit pour le fun, sans trop franchement prendre ça au sérieux. Et en fait, ce que ça a fait, c'est qu'en participant à l'incubateur, ça nous a juste permis de consacrer du temps à cette idée. C'était qu'une idée à la base, mais on se voyait les vendredis toutes les 2 semaines. Puis tu sais, on y consacrait du temps, on en parlait autour de nous, on approfondissait ce qui était qu'une idée à la base. Puis c'est comme ça qu'est né Village Urbain. Ok, ok, cool. Dans le fond, on a parlé un petit peu, village urbain, c'est quoi sa mission? Euh, Village urbain, non seulement faciliter l'implantation d'un, mais de plusieurs cohabitats, c'est ça, je comprends bien. En fait, ce qu'on a vite compris quand on s'est intéressé à ce mode de vie en cohabitat, c'est que traditionnellement, comment ça se passe, c'est qu'il y a un groupe de personnes qui veut vivre en cohabitat, qui va se rassembler, puis tu sais, qui va aller chercher un terrain sur lequel il peut construire ou un bâtiment à rénover, puis ensuite il va aller chercher d'autres personnes, réfléchir à c'est quoi ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs valeurs, c'est quoi qui les réunit, etc. Puis ils vont monter leur projet comme ça ensemble, tu sais. Donc la recherche d'un site, puis le financement, puis toute la construction, la conception, etc. Puis en fait, ben, il y a comme, il y a comme deux choses vraiment essentielles dans un projet comme ça, mais qui sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y a, de un, le développement d'un projet immobilier en soi, donc recherche d'un site, recherche de financement, conception, construction, etc., qui est en soi un projet très complexe. Complexe parce que ça prend plein de compétences différentes, complexe parce que ça prend du temps, beaucoup de temps, puis c'est pas vrai qu'on peut faire ça. Enfin, c'est pas vrai que c'est pas vrai, mais c'est difficile, c'est extrêmement difficile
de faire ça, genre les soirs, puis les fins de semaine, tu sais, ou à moins d'avoir beaucoup de temps, mais tu sais, mettons, pour une famille, c'est compliqué. Et ça prend aussi de l'argent. C'est pas souvent, c'est des projets qui nécessitent quand même un certain montant d'argent. Donc, c'est ça qui fait que c'est assez difficile à mener. Et de l'autre côté, l'autre projet, c'est vraiment plus la création de la communauté. Comment est-ce qu'on va chercher les gens? Comment est-ce qu'on rassemble les gens autour de valeurs communes? Comment est-ce qu'on détermine ensemble c'est quoi ce qui nous rassemble? Comment est-ce qu'on détermine ensemble le vivre ensemble, les règles de la vie en communauté? Et ça, en fait, ce qu'on a fait un peu à Village Urbain, c'est qu'on est venu, on fait un peu les deux en parallèle, mais on s'est dit, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va aller d'abord chercher un site sur lequel on peut construire ou rénover un cohabitat, et ensuite, on va aller chercher les gens, parce que on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de groupes qui naissent, mais qui n'arrivent pas à aller de l'avant avec un projet parce que, par exemple, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un endroit, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un budget, etc. Et que tout ça, toutes ces personnes-là, elles veulent vivre en cohabitat, mais parfois, elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, ou parfois, juste, ça prend tellement de temps qu'elles ne sont plus là dans leur vie, tu vois. Peut-être qu'au bout de 2 ans, ben, en fait, je sais pas moi, ce projet-là, il ne fit plus avec tes besoins, etc. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de groupes qui se font et qui se défont, et puis qui souvent n'arrivent pas à aller au bout de leur projet de cohabitat. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour en fait, ben, faire en sorte qu'il y ait plus de cohabitats qui sortent de terre. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, sans forcément impliquer les gens qui veulent vivre en cohabitat, parce que ça n'a pas forcément de valeur ajoutée pour la création de la communauté. Mais aussi, qu'est-ce qu'on doit faire justement pour créer la communauté? Donc c'est ça, on s'est dit, bah, d'abord, nous, on va aller chercher un endroit. On va aller chercher un endroit, et quand on aura l'endroit, on va voir qui parmi les personnes qui veulent vivre en cohabitat sont intéressées à vivre là. Déjà, ça fait un énorme tri, parce que c'est pas tout le monde qui veut vivre, par exemple, à la Chine ou à Laval. Donc ça permet d'accélérer un peu les choses. Puis, tu vois, là, on est dans plein de détails techniques avec les ingénieurs, avec l'entrepreneur, avec les architectes, etc. Puis en vrai, tu sais, je pense que ça a du sens que les gens qui veulent vivre en cohabitat ne soient pas forcément submergés de toutes ces informations-là, qui sont autant de décisions à prendre, qui sont techniques, tu sais, c'est pas simple. Là. Donc c'est comme ça qu'est né Village Urbain, en se disant, est-ce qu'on peut en fait faire sortir des cohabitats de terre, puis s'adresser à des gens qui veulent vivre en cohabitat, puis qui veulent pas nécessairement, ou qui sont moins intéressés par faire un cohabitat. C'est vraiment deux choses différentes. Et il y a certaines personnes qui veulent les deux, puis c'est correct, puis c'est sûr que passer au travers d'un projet comme celui-là en groupe, si tu arrives au bout, tu sais, là je pense que le groupe il est sacrément solide parce que c'est beaucoup de défis. Mais tu peux aussi avoir un groupe qui se constitue au fur et à mesure de l'avancement du projet, comme ça, de manière plus smooth, je te dirais, sans forcément faire des montagnes russes, là. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Je sais même plus c'était quoi la question, Hugo, je m'excuse. Je suis désolée. Je peux faire du pouce sur ce que tu disais, peut-être pas la question, mais en lisant sur un peu votre organisme et en pensant à votre mission. Moi, je me promène beaucoup dans des communautés alternatives ou dans des festivals ou dans le milieu alternatif et j'entends beaucoup, on va appeler la vieille garde, des personnes qui ont peut-être 50, 60, 65, 70 ans, qui ont parlé que ils ont essayé de le faire, tout ça, de vivre en communauté, de créer
des lieux comme ça. Et ils ont souvent été bloqués par le côté loi, règlement, finance, comme tu dis, toute l'organisation, les détails de qui va construire à moindre coût en lien avec tous les règlements des villes, des municipalités, autant provinciales, fédérales, que ça va large sur plusieurs paliers. Puis c'est des super bonnes personnes qui veulent le vivre ensemble, sont peut-être plus dans l'être que dans le faire et la grosse organisation bureaucratique. Et s'il y a une entreprise comme vous qui démocratise ça, qui rend ça plus accessible, euh, ce n'est peut-être pas le meilleur modèle, mais on donne un cadre qui est en lien avec tout ça. Ben, c'est peut-être plus facile après ça de recruter du monde et de juste les placer avec un cadre. T'sais. Ça va coûter tant, voici les personnes, voici la structure, et de mettre ça beaucoup plus encadré. Comme ça, ils peuvent juste arriver, ils savent à quoi s'attendre, puis ils peuvent vivre ensemble, puis pas penser à toute la structure qui peut paraître lourde et décourageante, qui prend du temps à établir. Ouais, Oui, c'est vraiment super. vraiment. Mais par contre, je veux juste dire qu'il y a quand même de l'implication et du travail qui doit être fait par les gens qui vont vivre là, dans le sens où nous, on, on livre entre guillemets un bâtiment, des logements, des espaces collectifs, une maison commune, etc. Puis on a pour objectif d'accompagner les gens qui veulent vivre là justement pour mettre en place tout ce qui touche après à la gouvernance et à la gestion des lieux, etc. Mais c'est quand même les cohabitants et les cohabitantes qui vont décider de ça entre eux. Tu sais, une fois que les gens auront comme acheté ou réservé leur logement pour le louer, ben, une fois que ces gens-là vont être là, vont être engagés dans le projet, tu sais, ils vont pouvoir dire, ben, tu sais, je te donne un exemple, là, mais mettons, on veut organiser un repas commun par semaine. Tu sais, comment on fait ça? Tu sais, comment s'organise, etc. Est-ce qu'on cuisine plus comme ça, chacun repart avec un lunch pour le lendemain, tu sais, ce genre de choses. Il y a beaucoup de... Puis là, ça paraît facile comme ça, mais tu sais, il y a plein de questions qui sont plus liées à la vie en communauté qui doivent être en fait discutées et décidées collectivement. Et ça, ça va au-delà tu sais, du bâtiment. Puis nous, on est vraiment sur... On construit le bâtiment et ensuite on met un peu on met la table, je veux dire, pour tout ce qui est l'architecture sociale, tu sais, comment est-ce que les gens vont vivre ensemble. Mais tu sais, c'est quand même hyper important pour le succès de la communauté que les gens s'approprient toutes ces règles de vie en communauté. Moi, j'aurais peut-être une petite question. Je me demande, est-ce que les gens vont comme se choisir entre eux? Est-ce qu'il y a un processus de sélection? Est-ce qu'il y a des formations obligatoires? Tout ça, je me Ouais. demande. Ben, c'est une excellente question. Puis tu vois, ça fait partie des questions dont on discute tout le temps, en fait. Hein. On est tout le temps en train de penser à ça. La particularité de notre modèle, c'est qu'on initie les choses. Donc, pour le premier noyau, tu sais, de cohabitants et de cohabitantes, là, c'est sûr que nous, on va être obligés de sélectionner un premier groupe, en fait, de personnes. Et on est en train, justement, de mettre en place tu sais, notre politique de sélection, tout ce qui est tout le questionnaire de vie pour aussi ça. On veut comme poser les bonnes questions pour que les gens se posent les bonnes questions et que eux ils puissent passer à travers ce processus-là et se dire en bout de ligne est-ce que oui ou non j'ai vraiment envie de vivre en cohabitat, est-ce que c'est fait pour moi, tu sais, c'est pas tant pour dire oui, non, tu vas être dans le projet ou pas, c'est plus pour accompagner les gens à se poser les bonnes questions avant de décider de vivre en cohabitat. Et donc, il va y avoir cette phase de sélection. Puis ensuite, en effet, les gens vont pouvoir comme réserver un logement dans le projet. Et après ça, il va y avoir
donc un noyau de personnes qui va pouvoir faire vivre ça et qui va comme ensuite sélectionner les autres personnes, etc. Il va y avoir tout un processus de comment on dit ça là, d'onboarding avec peut-être un système de parrainage, un peu comme ils font à Cohabitat Québec. Quand une nouvelle personne arrive, elle est parrainée par un ancien. En tout cas, mais pour le premier noyau, il faut en fait qu'il y ait un début, tu vois. Donc on va sélectionner le tout premier noyau. Et après, ça va vivre et évoluer. Ben oui, c'est deux choses complètement différentes. T'as raison de le mettre en place, puis après de le vivre. Mhm. Je pense juste à Cohabitat Québec, qui ont débuté leur démarche en 2003. Mhm. Tu sais, tout de suite après que Michel Desgagnés a fait son road trip d'éco-village. Puis c'est en 2013 qu'ils ont Mhm. emménagé, 10 ans plus tard. Puis, mettons, je me souviens, c'est loin dans ma mémoire, mais à un moment donné, j'étais allé dans... il y a quelqu'un qui était venu ici, qui s'appelait Martin, pas Martin qui est avec nous en ce moment, un autre Martin. Il avait fait un stage ici dans notre communauté, puis après ça, il avait dit, ah, si vous voulez, tu sais, venir chez moi quand vous voulez. Puis un moment donné, j'étais allé à Montréal, je l'avais contacté, j'étais allé chez lui, puis ça donnait que ce soir-là, il allait à une rencontre d'un groupe qui essayait de partir en cohabitat. Puis je me demande, tu sais, il y a des tentatives pour essayer de faire des cohabitats à Montréal, il y en a eu combien? Et ça se peut qu'il y en ait eu des dizaines, là, mais Ouais, que ça je ait sais pas. jamais, tu sais, abordé, pas abordé, mais fini par faire quelque chose. Puis justement, parce que c'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est vraiment complexe, puis j'imagine l'immobilier encore, quand dans une ville métropolitaine comme Montréal, ça va être encore plus difficile. Ouais. Mais cette idée-là de professionnaliser le start-up de cohabitat, de co-housing, est-ce que tu as déjà vu ça ailleurs Ouais. dans le monde? Oui, Ouais. parle-moi un peu. Il y a un modèle enfin une organisation dont on s'inspire beaucoup au Danemark qui s'appelle Almener. C'est Almenr, je crois. OK. Qui fait un peu ce qu'on essaye de faire. Alors il y a des variantes, mais quand même. Il y a aussi la Coda en Suisse qui fait des coops de type cohabitat. Il y a un modèle qui est intéressant en Australie aussi qui s'appelle Nightingale, qui est assez différent d'une autre, mais il y a quand même il y a des choses qui sont intéressantes. Puis au Canada, en Colombie-Britannique, il y a Tomo Spaces qui essaye de faire quelque chose aussi un peu similaire là. Puis tu sais, c'est c'est un mélange de tout ça. Tu prends un peu ce que tu aimes ou ce qui t'inspire ou ce qui fit aussi dans le contexte dans lequel tu es pour essayer de le faire un peu adapté à la sauce locale, je dirais. Mais Almener au Danemark, c'est vraiment inspirant, là. Vraiment. Puis ça marche super bien, en fait, donc c'est encourageant aussi. Ben oui, au Danemark, il y a beaucoup, beaucoup de projets de Ouais. co-housing, il y a une bonne culture Vraiment. dans ce sens-là. Ouais. Euh, Concrètement, je vais essayer de te dire ce que moi je comprends de votre rôle dans, mettons, l'implantation du cohabitat à la Chine. Ouais. Vous avez trouvé le terrain, Mhm. c'est vous qui l'avez acheté. Oui. Dans le fond, l'entreprise à but non lucratif, l'organisme Village Urbain a acheté le terrain. Exact. C'est vous qui rassemblez les gens autour de cette idée-là. C'est vous qui allez faire toute la job avec les architectes puis tout ça, mais en intégrant les idées des gens. Oui. Comme vous avez des consultations de temps en temps. Exact. Puis après ça, j'imagine, Village Urbain va rester propriétaire de quelques unités de ce cohabitat-là. Va rester propriétaire du terrain, parce que j'imagine ça te prend un organisme qui est propriétaire comme du terrain ou de la copropriété. Les gens vont avoir leur unité. Mais tu peux m'expliquer, rendu là, Ouais. ça ressemble à quoi? Ouais. Ben d'abord, tu as touché un point qui nous est cher, c'est que on souhaite que dans les cohabitats qu'on crée,
il y a à la fois des propriétaires et des locataires parce que très souvent, les cohabitats s'adressent seulement à des propriétaires parce que tu sais, ça prend beaucoup d'engagement, ça prend aussi beaucoup d'argent, tu sais, on va pas se mentir. Puis, en tout cas, peut-être dans des projets plus urbains, mais c'est quand même pas tout le monde là qui peut se lancer là-dedans. Donc, l'idée d'avoir des appartements en location, c'est en fait, de pouvoir s'adresser juste à un plus grand nombre de personnes. Puis, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter, mais tu sais, qui feront des super cohabitants, ou peut-être des gens qui sont comme curieux, qui ont envie de tester ce mode de vie, mais qui sont peut-être aussi un peu frileux, puis ça peut se comprendre avant de vouloir acheter. Ben, tu sais, ça permet de tester en fait le mode de vie en cohabitat. Donc, avoir une pluralité d'options comme ça permet aussi de démocratiser le mode de vie en cohabitat, un peu comme je disais tout à l'heure, là, c'est que ça fait vraiment partie de notre mission. Donc ça veut dire plus concrètement que là, en fait, donc on est Village Urbain est propriétaire du terrain, Village Urbain va comme faire construire le projet, etc. Mais on va vendre environ 70% des logements sur plan. Donc, on va ouvrir la réservation des unités en février prochain, si tout va bien. Croisez les doigts avec moi. Et ça, merci Hugo. Et puis là, donc c'est ça, on va vendre sur plan, mais on va aussi permettre de pré-louer en fait des logements. Donc, on va démarrer la construction au printemps 2023 et si tout va bien, ça devrait se terminer fin de l'été, automne 2024. Et là, en fait, Village Urbain restera propriétaire seulement des logements en location. Mais sinon, ben, il y aura en fait, tu sais, on a prévu 44 logements dans ce projet-là, puis il y aura une trentaine de logements qui vont être vendus à des propriétaires, un peu comme à Cohabitat Québec dans le fond. Et puis, il y aura une dizaine de logements qui sera détenus par Village Urbain et donc loués à des gens. Donc ça permet aussi que Village Urbain reste un peu impliqué dans le projet et puisse continuer son rôle un peu d'accompagnement pour, tu sais, pour tout ce qui est vivre ensemble, peut-être aussi pour tout ce qui est gestion du cohabitat au sens large. Parce que tu sais, vivre en cohabitat, ça veut dire vivre en communauté, ça veut dire, tu sais, s'impliquer dans la gestion de son milieu de vie, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on doit tout faire tout seul. Tu sais, il y a certaines choses sur lesquelles tu es mieux d'être accompagné par des professionnels dont c'est le métier, notamment pour, par exemple, des questions d'entretien, etc., plutôt que de tout vouloir faire soi-même. Donc, puis ça, c'est un enjeu qui est de plus en plus présent dans des coops d'habitation où, en fait, les coops d'habitation sont accompagnés au début, puis après, tu sais, ça vit et tu sais, on se retrouve comme 5, 10, 15 ans plus tard, puis parfois il peut y avoir des problèmes de gestion, voire même d'entretien qui font que c'est des logements qui sont pas forcément bien entretenus et qui vieillissent mal, puis ça c'est un enjeu parce qu'au final ça a un impact sur les coûts, ça a un impact sur même la durabilité en fait de ces logements-là. Vous gardez je pense que c'est 30% le chiffre. Ouais, à peu près. Moi, ça- je vois plein de choses là-dedans. Oui, ça permet à Village Urbain de garder une certaine part de responsabilité là-dedans. Et ça peut aussi amener une source de revenus à votre entreprise, à l'organisme pour en créer d'autres et payer ces personnes qui travaillent au développement du projet. Il y a un côté viable économiquement là-dedans qui est important. Ouais. Mais outre ça, sur le côté social, moi, je vois de façon concrète, je vois vraiment une façon d'appliquer ça, que ça répond vraiment à un besoin. Il y a plein de monde qui veulent tenter, qui veulent expérimenter le vivre ensemble, mais ils ont peut-être pas 50 000 ou 30 000 ou 100 000 dollars à mettre pour acheter
quelque chose. Ouais. Donc, ils veulent l'essayer, mais l'investissement il est vraiment gros. En plus, il faut que tu partes de chez toi, que tu changes d'emploi des fois parce que la communauté ou le lieu qui t'appelle, c'est un peu plus loin de chez toi. Puis là, on rentre pas la famille, puis le chum, puis tout ça là-dedans. Mais c'est un peu comme le woofing. Mhm. Voir des personnes qui veulent essayer un mode de vie alternatif en agriculture, avec les animaux, un peu plus un mode de vie traditionnel, mais sont peut-être pas prêts à acheter une ferme, puis un terrain, puis à bûcher leur bois et tout ça, là. Fait que le woofing permet d'essayer d'expérimenter ce mode de vie-là. Alors, je vois qu'il y a un pourcentage d'habitation qui reste euh, malléable, si on pourrait dire, ou mobile ou évolutif. Je pense vraiment que c'est, c'est pas juste bien, c'est nécessaire. Parce que moi, je l'ai vu euh, récemment, là, dans 4-5 communautés que j'ai visitées, il y a peut-être la moitié des communautés qui viennent de changer. Il y a des personnes qui sont plus appelées par ça, ils vont dans un autre lieu, puis il y a d'autres personnes qui les remplacent, puis beaucoup de roulements, de changements. La vie est remplie de défis, de plein d'opportunités. Puis les personnes sont appelées à essayer ce mode de vie-là pendant un instant, continuer là-dedans s'ils veulent ou ils veulent pas continuer. Oh, il y a d'autres choses qui l'appellent, puis qu'il y ait une certaine malléabilité, ça, pour permettre au monde de venir, d'essayer, de s'en aller, puis de rester là, locataire longtemps, s'ils aiment Mhm. vraiment ça, puis ils trouvent pas d'attache. Fait que oui, ça, j'aime beaucoup cette petite partie-là de votre modèle d'affaires, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, là. Sur l'applicabilité de tout ça là, dans le concret, là, ça répond vraiment à un besoin. En effet. Est-ce que le modèle du cohabitat peut aider, selon toi, à résoudre la crise du logement? Hmm. C'est une excellente question. Je pense que oui, pour les aspects sociaux dont on a déjà parlé, tous les problèmes d'isolement social, mais aussi pour plus facilement faire face aux évolutions démographiques, le vieillissement de la population, l'éclatement de la famille traditionnelle. Il y a de plus en plus de familles monoparentales qui ont besoin une semaine d'un logement avec une chambre, mais une autre semaine d'un logement avec 3 chambres. Comment est-ce qu'on peut, mettons, une famille qui se sépare avec je sais pas moi, un parent qui, un logement d'une chambre pour un des parents, puis plus un logement familial, mais qui vit en cohabitat. En tout cas, il y a plein de choses à imaginer. Donc, je pense que de manière plus générale, en fait, au-delà du cohabitat, je pense vraiment que les façons alternatives d'habiter, de penser le logement sont une des solutions à la crise du logement. Loin d'être la seule, mais c'est une des solutions. Euh, Après, il y a aussi un enjeu économique et écologique. Ça va vraiment ensemble. Le fait de vivre en cohabitat, ça permet de réduire ses besoins matériels notamment, mais même les besoins, comme, je sais pas moi, se faire livrer de la bouffe parce qu'on a la flemme de cuisiner ou ce genre de choses. C'est pas juste des besoins physiques là. Mais oui, le mode de vie en cohabitat, ça permet de réduire le nombre de pieds carrés moyens par habitant, ça permet de réduire le nombre d'équipements qu'on a chez nous, ça permet de faire des achats groupés en vrac. Donc tout ça, ça a un impact à la fin de la journée sur ton portefeuille, mais aussi sur ton impact écologique. Donc c'est pour ça qu'on aime bien dire que le cohabitat, c'est pas du logement abordable, mais c'est un mode de vie plus abordable parce qu'on vient comme réduire nos besoins. Ceci dit, quand on a démarré Village Urbain, on voulait faire du cohabitat, puis très rapidement, avec Pascal, justement, quand on a créé le BNL, puis on a fait nos lettres patentes et tout ça, on voulait vraiment que notre mission, ce soit de faire aussi du cohabitat abordable.
Et dans le contexte actuel, là, et confronté à la réalité, tu sais, de l'augmentation des coûts de construction, la rareté de la main-d'œuvre, l'augmentation des taux d'intérêt, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où honnêtement, c'est très difficile de faire des logements en cohabitat qui vont être financièrement accessibles à tout le monde. Tu sais, on va pas se mentir, ça va pas être pas cher. Parce que on veut faire des logements de qualité, des logements qui vont durer dans le temps, des logements qui vont être écologiques, des logements qui vont être bien conçus. Et puis, juste à cause d'un tas de facteurs qui sont indépendants de nous, là, plus le contexte économique actuel. Euh, je pense que, peut-être pour répondre à ta question, que ça va contribuer. C'est une des solutions à la crise du logement parce que, tu sais, nos logements, on va les vendre ou les louer à prix coûtant, dans le sens où, en tant qu'OBNL, on ne se fait pas de profit comme les promoteurs privés, tu sais, qui non seulement se font du profit, mais ont des marges de profit quand même très conséquentes. Ça permet de faire en sorte que ce soit moins cher un logement équivalent et de qualité équivalente. Mais c'est clair que ça va quand même être un certain prix, puis que malheureusement, c'est pas tout le monde qui pourra acheter ou louer un logement, notamment dans le projet de la Chine pour l'instant. Après, on se dit aussi que on sème une graine, puis tu sais, vous l'avez compris, là, notre modèle, c'est de développer le cohabitat, de faire d'autres cohabitats au Québec, mais aussi de développer ce mode de vie, démocratiser ce mode de vie, tu sais, peut-être inspirer des personnes qui veulent vivre en cohabitat ou tu sais, en communauté, une communauté intentionnelle de manière plus générale. Tu sais, il y a aussi tout ça derrière. Puis c'est pas juste les projets que Village Urbain va réaliser. Tu sais, il y a plein d'autres projets qui peuvent émerger grâce au travail qu'on fait. Donc ça, c'est aussi intéressant. Je me demandais, dans votre plan pour le premier cohabitat, les grandeurs en superficie des logements, c'est quoi le maximum? C'est quoi le minimum? Ouais. Alors, dans le projet de la Chine, on a essayé de faire le maximum de logements familiaux. Donc, on a quand même beaucoup de logements de 3 chambres et quelques logements de 4 chambres. On a aussi pas mal de logements de 2 chambres. On a 2 granny studios vraiment collés à des plus grands logements pour faire un combo un peu plus intergénérationnel. Mais tu vois, les logements les plus petits, ils doivent faire comme 450 pieds carrés, le studio. Puis les logements les plus grands, je ne l'ai pas en tête, mais je dirais autour de 1000, pas loin de 1200 pieds carrés, les logements de 4 chambres. On essaye de faire ça, tu sais, un peu plus minimaliste parce que les gens ont accès à beaucoup d'espaces communs, tu sais, une cuisine collective, une grande salle, tu sais, multifonctionnelle qui peut servir de salle à manger, mais aussi de salle pour un tas d'activités, une salle de jeu pour les enfants, un coin pour travailler, un coin salon, une buanderie. Euh, Vraiment le fun. On va mettre vraiment la buanderie au cœur des espaces communs parce qu'on va inciter les gens à pas avoir de laveuse sécheuse. En fait, pas avoir de sécheuse chez eux, voire ne pas avoir de laveuse chez eux et d'aller faire leur lessive dans la buanderie commune. On va avoir une chambre d'invité pour que tu te dises, bon, ben, tu sais, je vais prendre juste ce dont j'ai besoin comme logement, mais tu sais, si j'ai des amis ou de la famille qui viennent me visiter, ben, je vais avoir accès à cette chambre d'invité que je peux réserver et aussi un atelier. Je te demandais ça parce que moi, j'habite dans 150 pieds carrés, dans ma mini-maison sur roue. Puis si j'aurais un espace commun, je pense que je pourrais vivre dans la moitié même de ça, tu sais. Fait que, Waouh! on dirait que moi, je vois tellement de potentiel, tu sais, le minimalisme, c'est tellement comme une liberté financière de être capable de vivre avec peu, tu sais. On n'a pas Mhm. d'espace pour remplir de, de, de choses de surconsommation, tu sais. Naturellement, on sélectionne mieux chaque chose
qu'on consomme. Puis, tu sais, il pourrait y avoir plein de chambres, en fait, des petites unités super abordables dans des cohabitats comme ça qui pourraient vraiment répondre à un besoin de jeunes comme moi qui projettent pas d'avoir d'enfants, qui est super contente de pouvoir partager la cuisine. Euh, fait que Ouais. je me demandais si vous aviez étudié un peu s'il y avait de la demande pour des petits, des vraiment micro-habitats là, de 100 pieds carrés, par exemple. Là. Ah, c'est hyper inspirant. Oui, on a regardé un peu ça. Puis tu vois, par exemple, je disais là, on a 2 studios dans le projet. Puis au début, on n'avait pas du tout de studio. Parce que tu sais, on voulait comme bah, tu sais, se dire, bon, ben, on va faire des logements, tu sais, des logements qui sont plus intéressants a priori. Et au final, on s'est rendu compte qu'en effet, faire des plus petits logements, ça permet aussi de faire aussi des logements plus abordables. Et puis qu'il y a en effet une demande pour ça parmi tu sais, des jeunes comme toi qui ont tu sais, qui se suffisent avec un petit logement. D'ailleurs, Pascal, dont on parlait tout à l'heure, il vient d'acheter aussi un mini logement comme ça. Je ne sais plus combien de pieds carrés il a, mais tu sais, c'est vraiment tout petit là. Puis il voit comme, tu sais, il devient super astucieux en fait pour aménager son logement. Donc je trouve ça le fun aussi. Euh, donc finalement, c'est ça. On avait rajouté 2 studios, mais tu sais, on est toujours pris en fait dans cette espèce de tension entre jusqu'où on déconstruit tu sais, les codes actuels tu sais, de la société. Tu sais, jusqu'où on va. Tu sais, c'est quoi le juste milieu que tu veux trouver pour rassembler suffisamment de personnes autour d'un mode de vie qui est quand même alternatif et nouveau. Là, tu sais, pour beaucoup de gens, c'est quand même très nouveau. Euh, donc, tu sais, il y a sans cesse cet équilibre qui est pas toujours facile à trouver là, entre faire quelque chose de différent, mais pas trop différent, mais quand même, tu sais, jusqu'où tu innoves. Puis, tu vois, ça, par exemple, c'est une question qu'on s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup posée. Je vous dis pas les débats qu'on a eus là, enfin, dans l'équipe de Village Urbain sur la question des laveuses sécheuses. Tu sais, est-ce que on met des entrées laveuses sécheuses dans les logements ou pas? Et finalement, on a décidé de mettre uniquement des laveuses dans les grands logements et dans les plus petits logements, de ne pas mettre du tout d'entrée laveuse-sécheuse pour inciter les gens à réduire notamment leur empreinte écologique, bah, surtout avec la sécheuse, là, c'est ça qui est le pire, mais aussi contribuer à une forme d'abordabilité, puis maximiser en fait aussi les opportunités de rencontrer tes voisins parce que ça te force à aller à la buanderie commune. Mais on était aussi frileux, on se dit oui, mais si on veut attirer des familles, c'est quand même pratique d'avoir ta laveuse dans ton logement quand t'as des... C'est toujours tous ces compromis-là. Donc je pense que, un peu comme je disais tout à l'heure, ben, c'est notre premier projet, puis euh, je pense qu'avec ça, on sème une graine. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, puis c'est sûr que les prochains vont être mieux. On va apprendre aussi, on apprend en faisant, donc ça va nous permettre de nous améliorer. Mais clairement, on veut aller vers ça, vers un mode de vie plus alternatif, puis déconstruire des choses auxquelles on est habitué dans notre société, puis on ne sait même plus pourquoi, on ne réfléchit même plus pourquoi on a besoin d'autant de choses, autant d'affaires, autant d'espace, en tout cas. Donc ça fait son petit bonhomme de chemin. Mhm. Parce que il y a tout le, j'aime qu'il y ait comme un dégradé de grandeur, de style, de logement, tout ça. Puis, je me demande si dans un cohabitat, il peut y avoir, oui, des logements individuels, mais même à l'intérieur de ça, une colocation. Tu sais, des Ouais, colocs qui ont chacun leur chambre, puis leur cuisine commune à eux, puis ça peut être des étudiants, tu sais, qui louent ces ouais. espaces-là, que justement, ils n'ont pas d'intérêt à habiter seuls, puis que sont super contents de partager la garde du chat commun, puis tu sais.
Ouais, non, en effet, les grands logements, c'est pas juste pour des familles, là, ça pourrait être pour des colocs, tu sais, des colocs d'étudiants, mais aussi des colocs de moins jeunes, des colocs de jeunes professionnels, des colocs de personnes plus âgées, ou même un mix de, tu sais, de personnes plus âgées, plus jeunes au sein d'une même coloc, là, tu sais, tout est possible. Et on avait même au tout début, tu sais, quand on était encore en train je sais même plus si on avait déjà commencé l'incubateur, mais au tout début, avec Pascal, on avait même étudié des formes de cohabitat où ça fonctionne un peu sous forme de cellules. Donc, tu sais, mettons, tu as deux, trois chambres qui partagent une salle de bain, puis une mini-cuisine. Puis, tu as comme plusieurs poches de deux, trois chambres comme ça qui ont leur petite salle de bain, leur petite cuisine, qui partagent des espaces plus grands. Puis tout ça est organisé de manière assez comme circulaire et tout ça. C'était hyper intéressant là, de voir ça. Alors nous, c'est pas ça qu'on a fait avec la Chine, mais je trouve ça intéressant de voir tout ce qui est possible en fait de faire. Puis on avait fait un peu des sondages pour voir c'est quoi ce qui intéresse vraiment les gens. Puis je pense notamment dans la population peut-être plus étudiante, il y a vraiment des façons assez créatives de concevoir le logement pour permettre plus d'abordabilité, mais deux, et aussi surtout permettre plus de fun, tu sais, parce que les gens sont ensemble, mais en même temps, ils ont aussi, tu sais, il y a aussi un respect de l'intimité. Ça, c'est important, je pense. On n'en a pas trop parlé, tu sais. Quand on parle de vivre ensemble, de communauté, on parle toujours du collectif, on parle de comment c'est le fun de vivre ensemble, etc. Puis c'est le cas, mais je crois que c'est important que ce soit jamais au détriment de l'intimité. Tu sais, c'est pas parce que tu aimes vivre avec les autres que tu n'as pas besoin de ton intimité. Puis c'est important de préserver cet équilibre entre le respect de l'intimité et le collectif, tu sais, puis que tu aies toujours l'option de pouvoir être seul ou de pouvoir être avec les autres, puis que en aucun cas on t'impose l'un ou l'autre en fait. Ouais, c'est important, les espaces collectifs versus les espaces privés. Je te dirais par expérience aussi, c'est les toilettes puis les cuisines, c'est ce qui est le plus difficile Ben oui. là, à partager à long terme avec d'autres gens. Fait que c'est comme un peu plus sage, je te dirais, pour des gens qui ont jamais vécu en collectivité, Mhm. de commencer avec leur cuisine puis Non, c'est leur sûr. salle de bain. J'ai vécu en colocation une dizaine d'années, puis c'est toujours là qu'il y a des enjeux là. Ouais. Ouais. Puis t'as parlé comme dans le design du cohabitat qu'il y avait des choses comme par exemple la buanderie qui était spécifiquement designée pour permettre plus de contact entre les gens. Puis j'imagine combattre un peu l'isolement social. Puis à Mhm. part la buanderie, y a-t-il d'autres choses qui sont mises en place pour favoriser les contacts entre les gens? Ouais. En fait, tous les espaces collectifs là sont pensés comme ça, puis ils sont vraiment au cœur du cohabitat. Donc, on va faire une séance d'information mi-décembre là sur le projet de la Chine. Ce sera l'occasion d'en apprendre plus. Mais en fait, tous les espaces collectifs sont au rez-de-chaussée, ben, sauf les toits qui vont être aménagés, mais tous les espaces collectifs intérieurs sont au rez-de-chaussée et sont vraiment au cœur du cohabitat. Donc ça veut dire que la plupart des gens, quand ils vont rentrer chez eux, ils vont passer par la cour commune, puis peut-être même rentrer dans la maison commune pour ensuite monter chez eux. Mais il y a tout des études de circulation là, qui peuvent être faites pour en fait maximiser les chances que les gens se rencontrent. En fait, tout l'opposé de ce qui est fait dans les condos. Euh, la plupart des condos. Tout est fait pour qu'au contraire, tu ne croises pas ton voisin, parce que là, tu ne peux pas être gêné de devoir lui dire bonjour, c'est ça, là. Alors que, là, c'est l'inverse, c'est que tu veux juste pouvoir le croiser quand tu vas... Mettons, ça aussi, c'est intéressant, puis Cohabitat Québec fait ça aussi. Ton courrier, là, les boîtes aux lettres, elles sont toutes à l'entrée de la maison commune, fait que tu es obligé de passer par là pour aller chercher ton courrier, puis tu sais, peut-être que tu auras un voisin, une voisine qui sera là aussi, puis ça te donne l'occasion de jaser, ou pas, puis c'est correct, là. Est-ce que toi, Estelle,
Excuse-moi, y a-t-il quelqu'un d'autre qui voulait parler? Je regardais pas. Ah, vas-y. Ben, Ok. j'ai deux petits exemples comme ça, là. Un, Vas-y, je vais me faire attaquer. sans te faire attaquer par un noix. Euh, il y a, ben, la question concerne Hugo, fait que c'est dommage, mais, oh, allô. Euh, oui, ça fait perdre le fil. Il y a Solution Error, sûrement, que c'est un peu comme du cohabitat. Il y a du locatif où je pense qu'ils veulent faire un modèle pour que le monde puisse aussi répliquer ce modèle de. Il y a des cuisines communes, il y a des espaces de coworking. Bien sûr, c'est peut-être un peu moins abordable parce que c'est la plus haute certification de design de bâtiments écologiques qu'il fallait aller chercher. Je pense le LEED Platine, là, avec une serre à l'intérieur, un spa infrarouge, et il y a 6 îlots des suites, je pense qu'ils appellent, où ce que dans ta toilette, ta chambre et un petit coin cuisine. Donc, puis ça respecte, vu qu'il y a 6 suites, et ça respecte certains règlements municipaux là, ou le code du bâtiment là, pour avoir une fosse septique. Ou, je pense que 6 et moins unités, ça respecte certaines règles. Fait que je me demandais un peu combien d'unités avait votre méga bâtiment commun, parce que il y a comme des mini-chambres, il y a des gros logements, des studios, des espaces plus familiales. Fait il y a une petite question de même. Et on peut s'inspirer aussi de peut-être du bâtiment commun, de la cité écologique. Euh, vous en avez construit un là, avec une cuisine commune, espace commun, il y a des chambres, il y a une place pour euh, un hall d'entrée pour mettre nos manteaux, pour arriver, puis se déposer lorsqu'on arrive, des chambres plus petites, des espaces. Des Je pense bureaux, qu'Hugo, une ouais, des bureaux, boulangerie, exactement, une c'est ça. école. Des places pour se couper les cheveux, une Ouais. buanderie commune, Ah, il y a, il ben y a ouais, full d'affaires dedans. tout ça. Fait que j'ai pas vraiment de questions, mais je l'ai posé un peu là-dedans. Là. Je peux te répondre pour notre part, Martin, dans le bâtiment communautaire où il y a cuisine, salle à manger, il y a un gros vestiaire, il y a une boulangerie, il y a les locaux de l'école. On va plus loin, comme après ça, une partie qui a été construite un petit peu plus tard, mais qui est connectée, il y a une entreprise. Euh, il y a comme, il y a plus tant de monde qui vit là-bas. On a été plus longtemps à avoir des gens qui vivaient sur place, mais c'est aussi il y a- un endroit pour fêter, un endroit pour distribuer la nourriture du groupe d'achat, un endroit où c'est comme le centre là, de la vie communautaire qui se passe. Martin t'avait posé la question de combien qu'il y avait de logements dans le cohabitat à la Chine, je pense, mais elle avait dit, je pense, c'est 44, si je me trompe pas. Wow. Ouais, 44. Un gros projet. J'ai vu le plan, là, qui Ouais, est comme en, je pense, 5 sections, 4 sections, qui va comme de façon dégradée, de ouais. grand à petit, puis avec tous les rez-de-chaussée en espace commun, ça fait comme 4 ou 5 grands espaces communs, tout interconnectés. Wow. Ouais, ben ça a changé un peu depuis justement. Ok. On va montrer ça là, lors de la séance d'information mi-décembre, mais on a comme regroupé plus les espaces communs dans un seul bloc justement pour faire comme une maison commune un peu. Puis on a travaillé ça beaucoup avec Mary Cross, vous connaissez peut-être. C'est une architecte qui vit en cohabitat. Alors, je vais le prononcer avec mon accent de française, là, mais dans le Massachusetts, je ne sais plus le nom de la ville, mais en tout cas, elle a accompagné Cohabitat Québec aussi. Puis, tu sais, ça fait comme 30 ans qu'elle vit en cohabitat, ça fait 25 ans qu'elle est consultante pour des projets de cohabitat. Puis, elle nous a beaucoup aidé pour tout ce qui est l'aménagement de la maison commune, en fait. Mais ouais, c'est un gros projet. Bah, en fait, similaire à Cohabitat Québec. Il y a 42 unités à Cohabitat Québec, une centaine de personnes. Là, c'est à peu près la même taille. Mais c'est plus dense. On n'a pas autant de terrain qu'à Cohabitat Québec, ça c'est sûr. Euh,
est-ce que tu vas prochainement, est-ce que tu as le projet d'habiter dans un cohabitat que Village Urbain pourrait mettre sur pied? Là, j'aimerais vraiment ça, mais pour l'instant, on s'est donné une règle que toutes les personnes qui travaillent à Village Urbain ne peuvent pas vivre. Tu sais, on peut pas s'auto-sélectionner là, juste Ouais, par, bah, par éthique. ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. Puis j'imagine qu'au début, il va y avoir comme peut-être un petit peu plus de demandes. Puis vous voulez Ben, laisser la place aux gens qui sont à l'extérieur comme de l'organisme. ouais, c'est sûr qu'on a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui nous disent qu'ils veulent vivre dans un projet comme le nôtre et tout ça. Donc, tu sais, on va voir quand on va ouvrir la réservation des unités. Mais oui, c'est sûr qu'on s'attend à avoir beaucoup plus de demandes que de places, malheureusement. Euh, Tu sais, juste quand on a fait notre première séance d'information en mars, puis on n'était pas encore aussi connus, on n'avait pas encore acheté le terrain et tout. On avait 400 personnes qui s'étaient inscrites, puis 200 à peu près qui ont participé à la séance d'information. Alors, tu sais, là-dedans, il y a de tout, hein. Il y a des gens qui sont peut-être là juste par curiosité, etc. Mais ça démontre quand même qu'il y a clairement un intérêt pour ce type d'habitat. Donc ouais, par ici qu'on va pas, il n'y aura pas de place pour ni moi ni pour mes collègues, mais un jour peut-être, on verra. En tout cas pas pour le projet de la Chine. Tu vois-tu qu'il y a un intérêt grandissant pour le vivre ensemble? Je pense que oui. Tu l'as déjà un peu dit. Puis, mais quand est-ce que ça a commencé selon toi? Est-ce que ça a un lien avec la pandémie? Ou est-ce que même avant la pandémie, tu voyais qu'il y avait un gain d'intérêt pour ce genre de mode de vie? Mm. Je pense que c'était déjà très présent avant la pandémie. Puis, tu sais, moi, toutes ces lectures, ces recherches, les conversations que j'ai eues avec plusieurs personnes avant les visites, tout ça de Cohabitat, je m'intéressais déjà à tout ça avant, puis il y avait déjà un, un intérêt, c'est certain. Je pense que, tu sais, avec l'urbanisation, ça je disais tout à l'heure, les évolutions démographiques, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui vieillissent seuls, leurs enfants sont partis. Soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils sont partis à gauche, à droite, travailler, étudier. Euh, t'as, t'as de plus en plus de gens, en fait, les gens sont de plus en plus seuls, pour tout, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Et puis, c'était déjà le cas avant, et je pense que pour le coup, la pandémie est venue comme, tu sais, nous frapper en pleine face, là, et nous mettre ça. Mais c'était déjà clairement là avant. Je pense que ça fait le tour un peu. Est-ce qu'on fait un petit tour de table pour le mot de la fin? Stéphanie, as-tu quelque chose à dire pour la fin? Je te dirais, si vous recherchez des personnes pour animer des ateliers, moi puis Martin, on adore animer des groupes, créer de l'unité, en ayant du plaisir, puis en apprenant, en ayant de l'information que tout de suite on peut appliquer avec des jeux, des activités. Fait que je pense que vous pourrez nous contacter. On va être très heureux de soutenir Village Urbain, puis tous vos beaux projets de cohabitat. Puis nous aussi, on a ce statistique-là en tête de à peu près juste 10% des projets de communauté qui dépassent les 2 premières années, on veut que ça augmente ce pourcentage-là, on veut qu'il y ait plus de réussite. Fait que je pense que c'est en s'entraidant entre organismes qui déjà soutiennent ça qu'on peut devenir encore plus fort puis faire encore plus d'impact puis de changement à ce niveau-là. Fait que ça serait mon petit mot de la fin. Clairement. Merci Stéphanie. Merci à toi. Je peux juste rebondir. Je voulais juste te dire, Stéphanie, on va faire. Tu sais, là, c'est ça, on va ouvrir la réservation des unités normalement en février. Puis j'espère qu'en avril, on aura notre premier noyau de personnes. Puis tu sais, là, on va commencer avec ces personnes-là à mettre en place tu sais, toutes les règles de vie commune, de gestion, de gouvernance du projet. Puis, tu sais, on va le faire sous forme d'atelier et tout ça. Donc, ce serait peut-être un bon moment pour collaborer.
Puis il y a ma collègue Audrey Morin qui est Ah, ben oui. formée en CNV puis en sociocratie. Fait que, Ben ouais. non, mais Elle vient. elle nous a fait une formation il y a comme 2 semaines. Ah ouais, Ouais. ah ouais, ok, cool. Ouais, tout le monde connaît Audrey Morin. C'est comme la personne qui rassemble tout. Euh, Martin, tu mot de la fin? Oui, oui, je trouve ça très très pertinent ce que vous faites. Je crois au Québec, il y a peut-être une petite lacune sur le côté réglementation et tout le côté implantation d'un projet, là, Mhm. et qu'il y ait un organisme comme vous qui prend ça en main puis qui facilite les choses. Ça répond à un grand, grand besoin. Je pense que ça fait 3 fois que je le dis dans l'épisode, mais bon, Non, il mais y a parce que t'as vraiment quelque raison. chose. T'as vraiment raison. Ben, Donc, ben oui, c'est on. je le vois, là, moi, c'est concret le nombre Ah, de gens qui veulent le faire, puis que ça l'arrête après 1 an ou 2 de consultation par Zoom, par essai. Puis là, c'est comme, il y a tellement une remise en question sur le mode de vie, puis il se rend compte à quel point c'est euh, complexe de l'implantation d'un projet. Puis on parle pas du vivre ensemble, juste l'implantation ouais, d'un ouais. projet, là, c'est quelque chose. Fait que bravo, bravo. Puis pour vrai, les offres d'emploi c'est quelque chose qu'on dirait que j'évolue là-dedans. Je vais regarder ça sérieusement, je pense. Ouais. Merci Ben beaucoup. vraiment, avec plaisir. Cool, Estelle, as-tu quelque chose à nous dire pour la fin? Ben merci. Merci d'avoir pensé à nous. Je sais pas d'ailleurs comment vous avez découvert Village Urbain. Ça, je serais curieuse de le savoir, mais merci de nous avoir écrit, merci de nous laisser la parole, puis pour toutes vos questions, tu sais, super. Tu sais, ça fait, je trouve ça le fun aussi de comme. Tu sais, de se remémorer, de parfois, tu sais, on est tellement pris dans le jus au quotidien du projet, de le faire avancer, tu sais, il y a des jours c'est stressant, des jours c'est super emballant, des jours t'es démotivé, en tout cas, tu sais, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, puis, tu sais, c'est le fun de s'asseoir 2 heures avec vous, puis de se rappeler pourquoi on a fait ça, puis, tu sais, c'est quoi les motivations, puis, tu sais, donc ça fait du bien, donc merci, c'est tout. Ouais, tu touches exactement à pourquoi moi j'aime faire ce podcast parce que ça me remet les choses en perspective, Ouais, puis ça me rappelle pourquoi j'aime ça vivre en la collectivité parce que des fois au jour le jour, ben, les humains on a un biais négatif, puis on a tendance à juste voir ce qui est à travailler versus ce qui va bien. exact. Fait que c'est comme de se rasseoir et de faire comme ah oui, il y a plein de choses qui vont bien, c'est super cool. Fait que dans mon mot de la fin, je vais te dire comment on t'a découvert. J'avais déjà entendu parler de village urbain dans quelques articles ou je sais plus quoi, mais ça m'était complètement sorti de la tête. Puis j'ai fait un sondage sur le groupe Facebook du podcast où j'ai comme mis une tralée de possibilités d'invités, de possibilités de sujets qu'on pourrait parler. Puis là, il y a quelqu'un qui a ajouté, puis je voudrais remercier cette personne-là, il y a quelqu'un qui a ajouté village urbain Ok. à ce sondage-là. Puis fait que c'est Louise Rosenberg qui Ah a oui! ajouté ça. Puis là, j'ai fait comme ah oui, village urbain. Puis je me suis mis comme plus à rechercher. J'étais comme oh wow, c'est vraiment, je pense, un bon timing de leur parler parce que le projet avance, ils ont acheté le terrain puis tout ça. Fait que j'ai fait comme ah c'est un bon timing puis ça m'intéresse d'en savoir plus. Fait que c'est là que de fil en aiguille c'est arrivé. Puis sinon de la fin aussi, j'aimerais ça inviter des gens à nous écrire un petit message. Si vous écoutez le podcast puis le cœur vous en dit, écrivez-nous un petit message à histoirecommunauté@gmail.com. Je vais mettre le lien dans la description. Par exemple, Karine Mercier qui nous a écrit récemment. Elle m'a écrit ah, allô Hugo, dans cet épisode, Martin et Jazia. Elle fait référence à l'épisode 5, la philosophe. Martin et Jazia m'ont convaincu de m'inscrire l'an prochain à Vivons en éco-communauté. Aussi, je trouve que cet épisode est tout indiqué pour ceux qui débutent vraiment dans ce monde des éco-communautés. Fait que la prochaine fois qu'elle rencontre quelqu'un qui connaît rien ou qui s'intéresse à ce mode de vie-là, elle va lui dire d'écouter cet épisode. Et merci encore pour le beau partage. Fait que
Merci beaucoup, Karine, de nous avoir écrit. Puis Merci, Karine. je vois bien qu'il y a des gens qui écoutent le podcast parce que dans le site qui héberge le podcast, ils te disent, bon, ok, tu vois il y a des écoutes, un peu comme YouTube, là, tu vois qu'il y a des vues sur les vidéos. Mais en fait, des fois, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui écoute? Ou est-ce qu'il y a vraiment il y a des gens qui écoutent? Fait que si ça vous tente de nous dire un petit coucou, envoyez-nous un petit message, là. Merci Estelle. Merci Martin, Stéphanie. C'est très gentil de prendre ce petit temps pour faire cet épisode. Puis on se dit à la prochaine. Merci à vous les trois. Merci tout le monde. Bonne Merci à toi, soirée. Hugo, d'organiser ça. Salut. Oui, merci Yes, Hugo. merci Hugo.